Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur Culture, Médias, Algérie. Aujourd'hui, je plonge dans la vie et l'œuvre d'un cinéaste hors du commun, René Vauthier, l'homme caméra, compagnon de la lutte algérienne pour l'indépendance. René Vauthier, né en 1928, décédé en 2015, n'était pas seulement un cinéaste. Il était un résistant, un militant, un formateur, un homme qui a transformé la caméra en arme de témoignage. Premier de sa promotion à l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques de Paris, il a réalisé plus de 180 films, entre documentaires, films de fiction, courts-métrages, etc. Dans Afrique séquente, Avoir 20 ans, Dans les Aurès ou l'Algérie en flammes. Son parcours est indissociable de la guerre de libération algérienne, où il a formé des cinéastes et témoigné du combat du peuple. Ce texte retrace son itinéraire exceptionnel, ses combats, ses engagements et son héritage. Il marche, il n'arrête pas de marcher. La crinière blanche, un cheval, un véritable cheval. René rit à haute voix, bouge, ne peut accepter la facilité. Volubile, il parle de tout, saute d'un sujet à l'autre, ponctuant son discours d'un rire strident. René n'est pas n'importe qui, d'un courage indescriptible et d'une grande sensibilité. Bruyant, volcanique, ce n'est pas sans raison qu'il rejoint la résistance française contre l'occupation allemande à l'âge de 15 ans, au moment où ceux de son âge étaient encore en culotte courte. Il trône dans les territoires de l'âge adulte bien avant une adolescence qui, chez lui, a tout simplement pris la clé des champs. À 16 ans, il reçoit de nombreuses décorations célébrant son patriotisme et son courage, félicité par De Gaulle en personne, lui qui, bambin, prenait déjà des airs de leader, dirige en 1943 un groupe de jeunes Bretons qui font le coup de feu contre l'occupant allemand. Très actif, dynamique, il était aussi, dit-on, très séducteur. Ses cheveux blancs, ses yeux clairs et ses longues jambes lui facilitaient les choses dans ses relations féminines, ce qui ne gâchait rien. Il, il réussissait à les faire rire. Il avait un sens singulier de l'humour. Son discours était imagé, usant dès son jeune âge de métaphores et de paraboles. C'est peut-être ce langage imagé qui l'a prédestiné à prendre le train de l'IDEC de Paris. Il sort premier de sa promotion, réalisation-production, en 1948. Cet enfant d'institutrice et d'ouvrier va trouver à l'Institut de cinéma, l'IDEC, une école considérée comme marquée par l'empreinte de la gauche. La possibilité d'adhérer au PCF tout en ayant une démarche paradoxalement autonome. Curieux, ouvert, nourri des idées de justice et d'égalité, René Vauthier découvre vite les affres d'un colonialisme déjà dénoncé par Aimé Césaire. L'occasion de découvrir la réalité africaine lui est offerte par la Ligue française pour l'enseignement, qui le charge de réaliser un reportage
sur les conditions sociales de l'enfance dans les colonies africaines. Il décide de changer de sujet, comme Mohamed Zinat dans Tahia Yadidou, filmant des populations marquées par la misère, l'esclavage et l'oppression coloniale. C'est tout vautier. C'est tout vautier. Il ne peut accepter l'injustice. Ainsi, il réalise le premier film anticolonial, Afrique 50. Mais les autorités coloniales comprennent vite ce qui se tramait derrière la tête de Vautier. Il est arrêté. C'est négatif, saisi et détruit. Il réussit malgré tout à cacher quelques négatifs qui vont lui servir à la réalisation de ce court-métrage de 15 minutes, Afrique 50, qui lui vaut 13 inculpations et 1 an de prison. Il prend la décision de faire face et de prendre parti, sachant que ce n'était pas sans risque. René rit de bon cœur. Ce souvenir l'amuse beaucoup. Il se tape les mains, rit encore, esquisse des pas de danse, puis reprend la parole. Ils sont fatalement idiots. Cette arrestation et cette interdiction m'ont permis encore plus d'aller dans le cinéma militant, de m'opposer davantage à la bêtise. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que ma caméra allait devenir une véritable arme. Afrique 50 fut un déclic. J'ai appris concrètement ce que c'est que le colonialisme, au-delà de mes positions de principe. Arrêté et dénigré, j'étais heureux. Ce film a connu une interdiction de plus de 40 ans, levée en 1996. Pour l'anecdote, l'armée après ce film se souvint que je devais passer le service militaire, ce que je fis, alors que je devais être exempté, étant résistant. Je n'ai même pas voulu protester. J'ai fini par faire mon service en Allemagne. C'est le prix à payer dans un état de non-droit. Ce film obtint la médaille d'or au Festival de cinéma de Varsovie. Je ferme les guillemets. Chez lui, parler, c'est dire. Tout mot se conjugue à l'amour de l'autre. Il ne peut arrêter de tenter de découvrir tout ce qui est interdit. L'interdit a chez lui un goût de cendre. Il s'exprime ainsi. Dans un entretien, en 1956, je décide de rentrer en Algérie et de filmer le colonialisme du côté des colonisés. Le choix est fait. J'ai pris mon parti, celui de ceux qui se battent pour l'indépendance. Je savais que l'Algérie allait retrouver son indépendance. D'ailleurs, dans mon film Une nation, Algérie, réalisé en 1954, je disais dans le commentaire que l'Algérie serait de toute façon indépendante, ce qui m'avait valu réprimande, poursuite judiciaire et arrestation. Je décide de venir sur place en Algérie, alors que je tournais quelques rares films de fiction relativement bien accueillis, comme Les Anneaux d'Or avec Claudia Cardinal, qui remporta l'Ours d'argent au Festival de Berlin-Ouest. À Alger, tout le monde connaît cet homme, longiligne, tête blanche, cheveux mi-longs, yeux rieurs et clairs. Il se met à raconter des anecdotes du combat. Il n'en finit pas de revivre ces moments graves dans les Aurès, qu'il raconte avec le rire. Il se souvient de ce maquisard de Ngawes, pas loin de Batna, qui n'arrivait pas à maîtriser comment prendre un plan.
Il a failli lui casser la caméra sur la tête, puis par la suite, il a appris très bien comment en faire un reportage. Durant cette période, René, qui portait le pseudonyme de Farid Dendani, met en place un groupe de formation cinématographique dans les Aurès. Il raconte. En 1957, j'ai été aux Aurès, dans la zone 5 de la Wilaya 1, pour former les Moudjahidines à la manipulation de la caméra, afin de pouvoir filmer des scènes en direct et témoigner ainsi du combat des Algériens. J'ai appelé ce groupe le groupe Farid. J'apprenais à de jeunes combattants les techniques de prise de vue, tout en les initiant au reportage. Nous avions d'ailleurs tourné quelques reportages: Saïd Sidi Youssef, l'attaque des mines de Luanza, l'école infirmière Oumaki. Ces images ont permis de mettre en œuvre le film L'Algérie en flammes, distribué dans les pays socialistes, qui représente l'aboutissement de ce travail de formation au Maquis. La grande partie des membres de ce groupe a été tuée ou emprisonnée par l'armée coloniale. Ce film, Algérie en flammes, tourné avec des combattants, allait finalement lui être fatal. René ne s'attendait pas à ce qu'il soit arrêté par le FLN qu'il soutenait. Pourtant, tout était parti d'un malentendu. Débarquant au Caire avec son film qu'il voulait présenter à Ben Ramdan, alors que ce dernier avait été assassiné par ses propres compagnons de la laine, il est renvoyé à Tunis, où il passera 25 mois, de 1958 à 1960, dans une prison. Il ne garde aucune rancune de ce moment tragique. Il en rit d'ailleurs, tout en soupçonnant une sorte de bleuite qui aurait affecté le FLN. Il se rit de lui-même et de ce qu'il a subi. Je me retrouvais, disait-il dans un entretien, dans la gueule d'une prison du camp que je soutenais. J'avais été torturé pendant 4 jours. Il était même question de me liquider. Fanon avait lui aussi subi cela. Arrivant au Caire, dans le but de montrer le film à Abban Ramdan, je devenais suspect. Je ne savais pas qu'Abban avait été assassiné par les frères. Détenu à Mornag, pas loin de Tunis, littéralement épluché avec une garrette, puis on me prend à Dindin où j'ai été libéré sans aucune explication. Je me retrouvais entre deux feux en 1958, ce que j'évoque dans Guerre aux images en Algérie. Je me suis retrouvé dans une prison algérienne alors que me recherchait côté français pour me mettre dans une prison française pour aide au FLN. C'est une position inconfortable d'être ainsi recherché de tous les côtés. Le cinéaste évoque cette scène dans son film Guerre aux images en Algérie. Ce film, considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma militant, a été restauré dans une très belle version parmi une quinzaine réunie dans un coffret exceptionnel. On ne peut séparer ce grand cinéaste de l'Algérie dont le sang semble couler dans ses veines, tellement il a été marqué par ses venelles, ses femmes, ses hommes et surtout par le combat pour l'indépendance. Homme de principe, rebelle et généreux après avoir formé des cinéastes qui vont animer le cinéma algérien, il continue à donner vie à une autre manière de faire du cinéma dans une Algérie indépendante. Il est pour beaucoup celui qui édifia le cinéma national. Sa silhouette ne passe pas inaperçue à Alger. Il connaît tout le monde. Et tout le monde semble connaître René qui, après 62, lance le centre audiovisuel d'Alger et les cinépop. Il anime les villes algériennes pendant cette période, prenant en charge deux structures du cinéma, le centre audiovisuel et les cinépop, entreprenant un travail d'animation, de réalisation, de formation et d'éducation politique. René court, n'arrête pas de courir tout en parlant, puis il s'arrête un moment pour observer une femme poussant son landau.
Il pense déjà au cuirassé Potemkin du cinéaste russe Sergei Eisenstein. Un oiseau passe, vole, il regarde, mais continue à décrire ce film qu'il avait réalisé juste après l'indépendance, Un peuple en marche, 1963. Un peu boy scout, rebelle, il évoque la nécessité de construire un cinéma populaire et révolutionnaire. Ce film a été réalisé de manière singulière. Avant que le film ne soit définitivement monté, il est projeté devant des assemblées qui le critiquent et le commentent avec les réalisateurs. Selon Vautier, Un peuple en marche aurait été arrêté, mais plusieurs photogrammes auraient été vendus à une revue d'histoire. Alger, durant les premières années de l'indépendance, était en ébullition, traversée par débats et bouillonnements culturels. Quel cinéma faire? Il en parle avec une extraordinaire passion. Il dit ceci: le problème que nous avions à résoudre dans cette Algérie maintenant indépendante, mais laissée exsangue par près de 8 ans de guerre, était nouveau pour moi. À quoi doit servir le cinéma? Dans un pays qui mobilise ses forces pour se retrouver et sortir du sous-développement. Penser ses plaies, exister en tant qu'entité indépendante. Le cinéma est-il une priorité? Ou bien apparaît-il comme un superflu, comme une distraction qui pourra être envisagée lorsque l'on aura répondu aux exigences les plus criantes? C'est ce qu'il écrit dans son ouvrage Caméra citoyenne, mémoire, sorti à Rennes chez Apogée en 1998. Il n'arrête pas de se poser des questions sur la nécessité, j'ouvre les guillemets, de mettre l'image et le son à disposition de ceux et de celles à qui les pouvoirs les refusent. Il continue à parler, à faire les 100 pas, à fixer les murs, les objets, les choses. Un souvenir des pérégrinations. Il tape des mains. Ses yeux s'éclairent davantage, cite un poème de Louise Aragon, puis parle sans discontinuer de Jacques Charby, des frères Chanderly, de Hamina, Rachdi, de Cholet, de Fanon et de bien d'autres militants de la cause de l'indépendance, avant de revenir au projet des premières années de l'indépendance. Il évoque entre autres films avec une mémoire extraordinaire, Yasmina de Jamal Cheddarli et Mohamed Lakhdar Hamina, 1961, Jazairuna, notre Algérie de Jamal Chanderli, Pierre et Claudine Chollet et Mohamed Lakhdar Hamina, 1960, Hurlement, voix haute, un clin d'œil à Paul Éluard, son ami. René lit beaucoup, connaît de nombreux poètes, des romanciers, des cinéastes, des femmes et des hommes politiques. Mais qui ne le connaît pas? René cite un commentaire du film L'Algérie en marche. Il parle. Notre tâche à nous, cinéastes algériens, est de peindre les hommes plus que les maisons. Prendre la caméra comme un scalpel et décortiquer la ville. Aujourd'hui, après l'an 1 de notre indépendance, il nous faut faire comprendre le mouvement d'un peuple, un peuple vivant, un peuple debout. C'est seulement en cela que nous sommes sûrs qu'une caméra a sa place au cours du combat pour l'édification d'une société nouvelle. Mais il faut que chacun
et pour devise, je dis ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai. Quel sacré bonhomme, ce René, qui refait le même geste que Messa El Hajj en 1936. Il se remet à genoux, ramasse une poignée de terre et dit sentencieusement que seul le peuple souverain peut construire ce pays en choisissant ses représentants lui-même. Il raconte ses années de cinépop et cette passion qui les poussait à aller partout, projeter des films. Les débats étaient partout. Il reprit un peu l'idée du ciné-train d'Alexandre Medvedkin dans l'URSS des années 30. On y projetait notamment Gracé Potemkin d'Eisenstein, Alexandre Nevsky d'Eisenstein également, Le sel de la terre de Biberman ou Le dictateur de Charlie Chaplin. André Malraux avait dit à propos de notre ami qu'il avait le sens de l'histoire. Il avait dit ceci: René Vauthier est un Français qui a vu juste avant les autres. Ce sens du monde et de la justesse et de la justice l'a paradoxalement condamné aux yeux des pouvoirs en place à la censure, la prison et aux attaques faites de perfidie et de lâcheté. On ne pouvait pas accepter qu'un cinéaste français prenne fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie. Il fut emprisonné déjà à partir du début des années 50. C'est le cinéaste français qui a connu le plus de censure en France, mais de ses films, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, constituent une sorte d'anthologie historique et une manière de lire le présent à partir de ses alarmes signées René. Il a touché à tout: fiction, documentaire, court ou long métrage. Je me souviens de ce film sur la Bretagne, La folle de Toujane, que j'avais beaucoup apprécié, où je découvrais de grands chanteurs bretons, Servat et Stivell, et un son singulier. C'est vrai que quelqu'un comme René Vauthier, premier de sa promotion à l'IDEC, avec son actif, comme je l'ai dit, 180 films réalisés, donc entre documentaires, courts-métrages, etc., dérange. Il prend parti pour les causes qu'il estime justes. Lui qui n'a cessé de défendre les travailleurs en lutte. Place de lutte, 1969, avec les ouvriers du groupe Medvedkin et Chris Marker, transmission d'expériences ouvrières, 1973, Quand tu disais Valérie, 1975, euh, donc les féministes, l'écologisme anticapitaliste, le racisme, les trois cousins, 1970, les agents, le remords, 1974, vous avez dit français, 1986, et l'apartheid, frontline pardon, sur l'ANC et le glas. De retour en France, il intègre en 1968 un groupe de lutte, Medvedkin. Après la réalisation du film Avoir 20 ans dans les Aurès, il ne peut accepter qu'un film sur les événements du 17 octobre soit censuré en France. Il observe une grève de la faim de 31 jours. Il dit ceci: la suppression de la possibilité pour la commission de censure cinématographique de censurer des films sans fournir de raison, et l'interdiction pour cette commission de demander coupe ou refus de visa pour des critères politiques. Il est vite soutenu par
plusieurs cinéastes, dont Jean-Luc Godard. C'est tout à fait normal. Jacques Rivette, c'est aussi normal. Agnès Varda, Claude Sauté, Alain René et Robert Enrico. Il finit par avoir gain de cause et le film réalisé par Jacques Panigel obtient le visa d'exploitation. Proche de Godard, notamment dans sa théorie en actes de l'image, René n'est pas facile. Ce militant de la première heure gagne à tous les coups. Il n'a peur de rien, singulier jusqu'au bout de l'engagement et de l'amour. Formé au cinéma Vérité, marqué par les lieux emblématiques d'un cinéma russe, traversé par les jeux de la perfection appelés Eisenstein, Pudovkin, Giga, Vertov, adossé à d'autres figures de l'autre côté de la géographie, comme Biberman, Yuri Siemens ou Chaplin, il sait que son combat pour la Bretagne, représenté par les chants de Gilles Servat et de Stivell, marque son territoire. Je ne sais pourquoi, mais j'ai toujours assimilé Vautier à une caméra en marche. Oui, effectivement. Il fait cinéma de tout objet. Il fait cinéma de tout. Même quand la caméra manque de pellicule, il continue à tourner. Seul René en est capable. Lui qui a toujours voulu faire de cet art la possibilité d'élaborer un dialogue avec la puissance coloniale tout en la combattant. Sa caméra n'est pas un objet simple, elle est un instrument de combat. Lui qui a appris à faire de l'art le moyen le plus sûr de dire le socialisme, il est un homme caméra. Je suis plus une caméra qu'un homme. Ne cesse-t-il de dire, lui qui est de tous les combats. Mai 68, sans faire-t-il compagnonnage avec Godard, son combat pour les ouvriers, il s'y identifie tellement avec leur lutte qu'il est toujours à l'avant-garde. René comme Jean-Luc Godard, deux frères, deux camarades volcans qui savent que rien ne peut arrêter le mouvement. Ils sont partout. Ils n'ont cure des commémorations et des reconnaissances. Vautier vient par un film soutenir son ami Pierre Vidal-Naquet contre Le Pen à propos de la torture. L'extrême droite met le feu aux locaux de sa maison de production, détruisant des milliers de kilomètres de pellicules. Il tourne en banlieue, apprend le cinéma à des enfants palestiniens, leur offre du matériel vidéo. Il sait, René, que ces films ne peuvent obtenir de visa d'exploitation, tellement la censure est implacable. On fait tout pour qu'on n'en parle pas. Le nom de Vautier fait peur aux médias, qu'il exclut de leur répertoire. C'est un insoumis. Sa manière de faire est singulière. Il assume ses choix. Il en parle avec énergie, décrivant sa conception de l'art de filmer. Il dit ceci. J'ai toujours considéré une caméra comme une arme de témoignage. Mais ce n'est pas une arme qui tue. Au contraire, ça peut être un instrument de paix. C'est pour cela que je me suis bagarré pendant 50 ans, pour qu'il y ait des dialogues d'images. Et tous les films que j'ai faits, je considère que ce sont des dialogues d'images. Le réalisateur prend parti. Il s'engage d'un côté, mais il donne aussi la parole aux gens d'en face. Je ferme les guillemets. Il aime beaucoup Godard, qui cherche souvent à entreprendre un cinéma d'auteur, privilégiant la dimension esthétique. Il explique ainsi
sa différence avec Vautier à partir de son expérience du film Le Petit Soldat. Voilà comment Godard explique sa différence, c'est tout à fait normal, avec Vautier. J'ai fait Le Petit Soldat, Cavalier a fait l'Insoumis, il y a eu avoir 20 ans dans les Aurès. On a fait ce qu'on pouvait faire, là où on était. La différence entre Vautier et moi, c'est que lui faisait son film en tant que militant, moi en tant que cinéaste. Il fallait parler de l'Algérie plutôt que d'un hold-up. Cette dimension militante ne plaît nullement aux médias et au pouvoir public. Le critique Guillaume Bell ne trouve pas de mots assez forts pour qualifier la démission des cinéastes qui n'ont jamais voulu aborder les questions coloniales. Guillaume Bell écrit: l'œuvre de René Vautier témoigne par antithèse de la démission, voire de la trahison d'un cinéma parisien qui a superbement ignoré les guerres coloniales. Si le cinéma censure le colonialisme, accompagnant parfois l'Empire, la presse observe le silence et refuse d'évoquer toute image rapportant l'ignominie de la colonisation. Le grand critique qui a accompagné les cahiers du cinéma notamment, Jean-Louis Bory, le reconnaît et fait son autocritique. Il dit ceci, il témoigne. Des films existent qui élèvent la voix, produits en marge du système, par exemple Cheslon, le magazine de contre-information vous parle, mais le système les coince au virage, à la distribution. Il les occulte. Où les voir? La presse se tait. Et c'est là où la presse de gauche ne fait pas toujours son travail comme elle le devrait. Je plaide coupable. J'ai été coupable de ne pas prévenir en temps voulu, en 1955, que des Français, Jean Lotz, Sylvie Blanc et René Vautier, avaient tourné une nation, l'Algérie. En 1958, qu'un film Algérie en flammes était réalisé dans le maquis algérien, diffusé à travers le monde, hors de France. 460 copies en 14 langues et dont on peut aujourd'hui trouver des extraits dans 18 films, je dis bien dans 18 films de longs et courts métrages. En 1961, le film J'ai 8 ans, toujours sur la guerre d'Algérie, et Peuple en marche en 1963. Ces films ne pouvaient être vus en France. Ils existaient cependant. C'est ce qu'écrivait Jean-Louis Bory dans Questions au cinéma, paru chez Stock à Paris en 1973. René Vautier fut un cinéaste de combat, un homme caméra, un témoin des luttes et des espérances. Ses films censurés mais indestructibles, restent une mémoire vivante de la guerre de libération et des combats universels pour la justice. Merci d'avoir suivi cette évocation de René Vautier sur Culture Média Algérie. Abonnez-vous pour découvrir d'autres portraits de figures qui ont marqué la culture, les médias et les luttes. Laissez vos impressions en commentaire. Vos voix enrichissent le débat. Je ne sais pas si vous connaissez ou vous avez entendu parler de René Vautier. J'aimerais bien qu'il y ait discussion, qu'il y ait débat.
et à très bientôt, chers amis. À très bientôt et merci.